Bonjour à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. L'avant-première Kaldheim s'est passée le week-end dernier, même pour moi mercredi dernier, où vous avez pu me voir en Early Access du coup sur l'AP, où on a pu tester des choses, c'était assez intéressant. Les nouvelles mécaniques de Kaldheim sont hyper cool en draft, construit, et bon on a testé un peu de brawl, donc du coup ça c'était assez sympa. On espère que toute la soirée vous a plu, et même le lendemain, puisqu'on était un peu le jeudi aussi. Pas tout de suite. De toute façon là on a Ezika qui arrive au prochain tour. Là il nous a pas mis de la merde, hein. Tant pis pour Toski. Non Oh, mais oui. sérieux! Ouais, je suis d'accord. Allez, yes. Ah, 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 ah. ah bah ça par contre ça, tiens, Arena il est en PLS par contre, c'est bon, on nous a designé le bel ange. C'est vrai que c'est Yu-Gi-Oh avec des manas, hein. Je suis pas sûr que ça roule, c'est ça. Je m'en fous, dans ma tête on a gagné. Mais là, on est là pour parler de choses sérieuses, on est là pour faire le top des cartes fortes en Duel Commander. Alors, il y avait l'extension, elle est ok, elle est pas non plus abusée. Donc j'ai fait plusieurs tops, comme on va pouvoir le voir après. Il y a juste une chose en fait qui se passe avec Kaldheim qui bouleverse le Duel Commander, plus que toutes les cartes sorties en fait, c'est que maintenant, d'après plusieurs joueurs en fait, et je pense qu'on pourra le ressentir en fait en tournoi, pour ceux qui jouent très peu de couleurs, qui sont mono ou bicolores, il n'y a plus aucune raison de ne pas jouer de permanents neigeux. Avant, on pouvait jouer des permanents neigeux, on pouvait jouer Scred, on pouvait jouer les terrains qui utilisent des permanents neigeux. Mais du coup, ça semblait pas hyper important. Maintenant, en fait, ça va être beaucoup plus important pour faire entrer un peu le bluff sur Kaldheim, en fait, par rapport à Kaldheim. C'était pas forcément retenu par l'adversaire. Maintenant, ça va être retenu par l'adversaire que si vous jouez pas de permanent neigeux, il y a des staples que vous jouez pas. Astrolabe par exemple, tout simplement, ben, vous le jouez pas, parce que vous jouez pas de permanent neigeux. Alors que c'est une carte complètement gratuite, ça stabilise le mana si vous jouez bi ou tricolore. Ça veut dire clairement que vous le jouez pas. Ça veut dire que vous jouez pas. Si vous jouez bleu bah, vous n'allez pas jouer toutes les cartes fortes de Kaldheim qu'on va sans doute voir après. Pareil pour le vert, pareil pour le rouge, vous jouez pas Scred du coup, vous jouez pas les nouvelles cartes. Voilà, c'est important maintenant. Il faut que dans vos decks, en Duel Commander, vous forciez à mettre du permanent neigeux quand vous êtes sur des tournois, parce que au-delà effectivement de devoir réinvestir dans vos tournois, dans vos terrains de base, ça vous permet de éviter ce problème-là et même donc du coup d'annoncer potentiellement un bluff parce que potentiellement vous jouez pas les cartes, mais du coup ça va faire un bluff pour votre adversaire et du coup ça va le mettre en, si pour peu qu'ils connaissent vraiment les cartes du format, il va se dire ah il joue cette carte là, il joue cette carte là ou pas. Voilà, il y a tout simplement le Coalt qui est sorti en Modern Horizon qui est en bleu vert, c'est une carte extrêmement forte, c'est une 1-1 flash qui peut avoir le contact mortel si on a des permanents neigeux. Du coup c'est pour peu que vous fassiez fin de tour à votre adversaire, vous laissez un mana bleu, un mana vert open. Là, l'adversaire il se dit oula, je vais peut-être pas attaquer avec ma grosse 6-6 parce que dis donc, si je me fais empaler par une 1-1, ça va pas le faire. Et en plus, la carte se rentabilise parce qu'elle pioche. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails en fait qui, avant, c'était peut-être pas très grave de pas le faire. C'était pas très grave. Maintenant, ça devient très important si vous voulez commencer à accéder à des hautes sphères dans les tournois pour avoir des top 8 et gagner des lots. Donc, je vous conseille maintenant de mettre des permanents neigeux, en tout cas en termes de terrain de base, euh, pour tout. Voilà, ça c'était pour la grosse annonce en fait de Kaldheim. En fait, c'est vraiment la plus grosse annonce. On va passer maintenant au top. Les tops, j'en ai fait plusieurs. On va le voir. Je vais commencer du coup par un top un petit peu léger qui est le top de mes terrains favoris de l'extension. Pour le top terrain, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de terrains, j'en ai choisi 3. Alors, et du coup, j'ai pas pris les permanents les terrains des jeux. J'ai choisi en top 3, je prends Porte d'Istefell. Pourquoi j'ai choisi cette carte là? Parce que parmi les cartes, c'est des terrains donc, qui arrivent engagés, qui ajoutent un mana d'une certaine couleur en fait, et cette certaine couleur va dépendre en fait de la seconde capacité. La seconde capacité de la porte, c'est que pour 5 dont un blanc et deux bleus, on peut l'engager, la sacrifier, vous piochez 2 et vous gagnez 2 points de vie. Donc c'est hyper intéressant pour bleu-blanc, hein, on le voit tout de suite. C'est une des meilleures portes qu'ils ont sorties. Parmi les 5, je crois qu'il y en a 5, parmi les 5, ce sont les meilleurs, c'est la meilleure des portes, en fait, c'est celle qui fait le plus de value pour un certain coût, il est vrai, mais en fait, dans les couleurs, on va surtout être contrôle.
donc on va souvent aller assez loin, on va souvent avoir beaucoup de mana, et donc du coup pouvoir à la fin, en fin de tour adverse, regagner un petit peu de PV et se refaire une petite main, c'est pas négligeable, et je pense que c'est vraiment une carte que si vous jouez bleu-blanc, il faut la mettre. Au-delà du bleu-blanc, je pense qu'à partir de tricolore ça va commencer à être compliqué, mais bicolore c'est une super carte pour bicolore. J'ai un top 2, du coup j'ai une autre carte Unco, alors c'est le port de Kartfell. Alors port de Kartfell par contre qui est quand même moins bien que la porte d'Istfell, hein, il faut le dire, c'est juste que je la mets au-dessus parce que c'est une carte de plus pour Giruda. C'est une carte gratuite pour Giruda parce que c'est un terrain. Et j'aime beaucoup de base le général parce qu'il fait, c'est complètement débile. C'est ennuyeux à souhait pour l'adversaire, mais j'aime beaucoup qu'on ait une carte en fait de pouvoir faire avec un général, de pouvoir faire copie de copie de copie de copie, essayer de voir si on arrive à faire de la magie et tuer en un tour, ou en fait si on fait rien et ça fait flop. Je trouve que c'est un général qui me fait triper quand je le vois quand on peut le filmer nous, c'est génial. Donc du coup voilà, je note qu'il y a cette carte là qui existe maintenant, donc pour ceux qui font des Giruda, et ben vous avez le port de Kartfell qui rentrera, je pense, à merveille dans ce paquet parce que il est bicolore, donc vous pouvez vous permettre d'avoir un terrain engagé, et en plus la carte aide complètement le général. Top 1, bah du coup, Sanctuaire de Tirith, carte rare, hyper intéressante pour peu qu'on arrive à avoir pas mal de mana. Beaucoup plus, je pense, pour les monocolores, parce que c'est là où on va avoir souvent beaucoup de mana, où on essaie d'être un petit peu aggro, et donc du coup on va avoir du surplus de mana régulièrement. Là du coup c'est une carte qui vous fait que votre créature légendaire, donc généralement votre général, va devenir un dieu. Alors ça c'est pas c'est important, mais c'est pas non plus ça qui compte. C'est ce qui compte au moins dans cette capacité là, c'est que pour 2 on l'engage, on le devient un dieu, mais surtout on met un marqueur, donc on va booster sa force. Et surtout pour 4 on l'engage, on peut sacrifier le sanctuaire et on donne l'indestructibilité à un dieu ciblé. Et bah du coup, si vous jouez les nouveaux dieux, par exemple de Kaldheim, qui eux sont pas indestructibles par rapport à ceux de Theros, et bah du coup là voilà, pour 4 vous l'engagez et vous donnez l'indestructibilité à votre dieu. Et donc du coup par définition à votre général. Voilà, on vient de finir le petit top des terrains, bon c'était un peu gentillesse, c'était pour mettre en bouche. On va passer maintenant au top 10 des cartes impactantes pour le duel commander avec la sortie de Kaldheim. Top 10, on l'a dit en début de vidéo, le permanent neigeux, ça devient hyper important pour le bluff, mais aussi pour des vraies cartes. On a parlé de Shred, on a parlé des terrains qui vont chercher, qui révèlent des tops et qui font révéler les terrains. Si c'est un permanent neigeux, on le met dans sa main ou on le met en jeu. Maintenant, on a, voilà, les cartes vertes ont des vrais effets. On a Combat dans le Blizzard. Combat dans le Blizzard, c'est un rituel qui fait que on a une. En fait, en gros, on va se fight. Pour un vert, on va se fight. Si on contrôle 3 permanents neigeux, donc en vrai, peut-être une créature neigeuse, 2 terrains de base, ben, ou 3 terrains de base tout simplement, hein, basiquement, et ben plus 1 plus 0 indestructible, c'est une carte qui fait beaucoup de value du coup dans les jeux mono vert. Ça va beaucoup être joué dans les jeux mono vert parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette carte en fait qui pour un seul mana bah, peut en fait vraiment nous enlever une créature adverse et nous faire passer avec notre général, avec n'importe quelle bête. Voilà, c'est le chemin, c'est la porte ouverte. Ça le booste d'un petit tas en force, c'est pas forcément négligeable. Et en plus de ça, on est indestructible, donc on peut déjà fight une première créature, attaquer, et puis peut-être en emporter une deuxième ou une troisième si l'adversaire n'a pas le choix et est obligé de bloquer. Top 9, alors là c'est une carte que je trouve assez intéressante parce que ça me semble hyper fort, pas au premier abord. Premier abord, j'ai choisi le meneur d'avalanche, donc on a une 1-3 pour 2, ça paye pas de mine, hein, au moins ça c'est pas bolt-proof, mais c'est Unco, bon on va se dire que ça passe. Et du coup pour 2, ça va être que le terrain neigeux ciblé qu'on contrôle devient une 4-4, défense talismanique et célérité. Donc la défense talismanique c'est quand même super important, c'est-à-dire qu'on on peut pas perdre nos terrains. Donc par exemple bah, sur n'importe quel pet terrain, bah, on peut faire bah, pour 2, je le transforme en 4-4 exproof et du coup ton sort fizzle tout simplement. Mais c'est surtout que vers la fin, ben, vous commencez peut-être à avoir un petit peu trop de terrain et en face il y a peut-être un petit peu trop peu de créatures et donc du coup ben, au début de au début de votre tour, hop, vous tapez du mana, vous faites 2, 3, 4, 4, vous attaquez. L'adversaire en face peut pas forcément tout tuer, donc vous allez peut-être perdre un terrain, vous en avez 2 qui passent, vous collez 8 de patates, tour suivant pareil, et en fait il peut rien faire parce que c'est des terrains, donc tout ce qu'il a en rituel en fait quasiment bah, sert à rien, peut rien faire, et tout ce qu'il a en éphémère, et ben, c'est indestructible, c'est la défense talismanique, donc il peut pas les cibler, donc faut vraiment y aller que sur de la défense. Je pense que ça c'est une jolie carte, en tout cas c'est un joli design qu'ils nous ont amené, et je serais curieux de voir ce que les gens vont pouvoir en faire, parce que moi en tout cas j'ai envie de la tester. Top 3, je prends la vengeance de Skemfar.
Alors, Kaldheim, ça a amené aussi les permanents neigeux, ça a amené les permanents neigeux, mais ça a aussi amené du tribal. Et on retrouve là, dans cette carte-là, le tribal elf, parce que pour 2, on a une 3-1 qui fait que à chaque fois qu'un autre elfe ou un berserker non jeton qu'on contrôle meurt, on va piocher une carte et on va perdre un point de vie. Donc c'est intéressant pour les jeux, bah, du coup les jeux tribaux elfes qui essayent de percer, hein, et on en voit certains qui essayent de tenter des choses. Le Wizard avec Commander Legend a ramené encore d'autres généraux elfes. On a bah, évidemment Keldheim, on a cette carte là, mais on a d'autres cartes qui sont très intéressantes pour elfes. Donc j'ai noté cette carte là parce que ça permet justement bah, du coup à elfe d'avoir une carte qui peut piocher sans avoir à casser un petit peu son côté tribal en devant mettre un faucheur de minuit par exemple. Et donc du coup vous avez cette carte là qui déjà coûte 1 de moins, qui a une défense de moins, mais qui coûte quand même déjà 1 de moins, c'est important de le signaler, et qui vous permet d'avoir de la pioche facilement d'accès. Top 7, je prends le voile en peau de serpent pour le fait qu'elle... c'est une carte qui est très forte, mais c'est surtout une carte qui remplace la sagacité du ranger. Pourquoi ça remplace la sagacité du ranger? Parce que la sagacité du ranger dit jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne +1/+1 et a la défense talismanique. Le voile lui dit en éphémère, mettez un marqueur +1/+1 et elle acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un marqueur, ça va rester. Donc en fait pour un vert en éphémère, on booste notre créature et en plus on l'évite de se prendre un anti-bet à mesure. Donc c'est pour ceux qui jouaient beaucoup plus en mono vert, qui jouaient Sagacité du Ranger, et ben voilà, on a une carte qui la remplace. Donc c'est hyper intéressant de voir effectivement le power level de Magic qui augmente au petit à petit, hein, lentement, même si c'est pas anodin. Et du coup, vous allez avoir donc du coup cette carte qui au début faisait bah, jusqu'à la fin du tour, on peut empêcher une créature de mourir. Bah là, en fait, c'est jusqu'à la fin du tour, on l'empêche de mourir, et jusqu'à la fin de la partie, ben elle va avoir une de force de plus à tuer et en même temps une de défense pardon à tuer et une force de plus à infliger à l'adversaire. Donc c'est pas rien, je pense. En top 6, j'ai choisi Alrund, le dieu du cosmos. Alors Alrund, c'est une carte bicolore, c'est une carte biface. Alrund, c'est une carte biface. C'est en recto un dieu, une 1 pour 5 qui, quand elle arrive en jeu, en fait, on regarde tout le temps combien de cartes on a dans notre main et ça définit la force et l'endurance de Alrund. En général, si on va le jouer, on doit avoir, vu qu'on va jouer, si on le joue en général, on va jouer mono bleu, donc on va avoir pas mal de cartes. Et là, c'était plutôt l'intérêt de le jouer, c'était plutôt dans Aminatou. En général, Alrund, quand il va arriver sur le champ de bataille, on va plutôt considérer, je pense, qu'il soit entre 3-3 et 5-5, voire 6-6. Mais faut compter quand même pour 5, on va avoir une 4-4 sur le champ de bataille. Ce qui est intéressant, c'est que la carte, elle dit, au début de notre étape de fin, on choisit un type de carte, et on révèle les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, et on met toutes les cartes du type choisi dans notre main, et le reste en dessous. C'est intéressant parce que du coup, quand elle arrive en jeu, on fait fin de tour, et déjà on a son effet d'activer. C'est pas comme la plupart des cartes qui disent au début de votre entretien. Donc là, il faut que ça reste un tour complet. Là, c'est à la fin de mon tour, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant. Et de plus, l'ajout de Alrund, c'est que c'est une carte biface. Et du coup, l'autre côté, le verso, c'est Aka, le corbeau chuchotant, qui est une 2-3 pour 2, vol, qui, à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on le renvoie dans notre main, et puis on regarde. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte là? Parce que je l'ai vu regarder, j'ai cherché pas mal dans les forums et tout, les salons de discussion sur Discord, Facebook, tout ça. J'ai cherché un peu les cartes qui étaient intéressantes pour le format, et cette carte là c'est un peu révélée intéressante pour Aminatou tout simplement. Parce que Aminatou, déjà ça peut lui permettre de refaire la main. Avec le fait qu'elle remette une carte dessus de la bibliothèque, bah, on va la récupérer. Et c'est surtout qu'on peut, bah, par exemple, on fait AK pour 2, et puis là on blink avec Aminatou. Et du coup on va ça va revenir du coup jusqu'à ça blink, du coup ça revient, mais ça revient pas en AK, ça revient en Alrund. Du coup en fait du coup on triche avec la capacité, en fait le converti de mana de Alrund, parce qu'au lieu de va coûter 5, bah, il va coûter 2. Tout simplement. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette carte là parce que du coup on peut tricher, donc ça fait qu'on a une carte qui vaut beaucoup moins, en fait, coûte beaucoup moins en coup de mana que ce qu'elle devrait, et elle peut avoir en fait une puissance en fait assez impressionnante parce que pour peu qu'elle justement elle soit pas gérée, bah on se refait notre main facilement. Et dans le pire des cas, en plus, on peut scry avec le AK si on a vraiment envie d'aller attaquer avec le corbeau. Donc là, pareil, on commence à rentrer un peu dans les cartes qui sont dédiées un peu pour des généraux spécifiques. On a Cardure, Fléau du Domescar. Cardure, c'est un démon pour 4, une 4-3
qui, quand il arrive sur le champ de bataille, en fait, jusqu'à notre prochain tour, toutes les créatures des adversaires sont obligées de nous attaquer. Voilà, on force l'attaque des adversaires. La deuxième ligne est quand même un peu plus intéressante, c'est à chaque fois qu'une créature attaquante meurt, chaque adversaire prend 1 et nous on gagne 1. Du coup voilà, bon, je pense que vous avez compris l'endroit où on veut voir ça, c'est dans Judith. Judith qui fait exactement la même chose quand une créature meurt, un peu plus versatile, mais quand une créature meurt, on va drainer de 1 les adversaires, et bah là Cardur fait la même chose, mais pour les créatures attaquantes, et il définit pas que ce soit les nôtres ou les adversaires, donc du coup à chaque fois à chaque fois qu'une créature va mourir, on va drainer de 1 l'adversaire et nous on va reprendre 1. Donc c'est pareil, c'est cool parce que c'est un ajout supplémentaire pour Judith, c'est un peu cher, ça coûte 4. C'est pas dit que tous les Judith le veulent, mais c'est intéressant de voir qu'on peut multiplier les effets du Judith en fait, et de pouvoir du coup faire ça plus souvent, sachant qu'en plus Cardur force l'attaque, donc ça permet aussi indirectement que si on est très bien placé au niveau des points de vie par rapport à notre adversaire, et ben on va le mettre à poil, littéralement, et donc nous on va pouvoir après coller une patate. Et je pense que clairement, Cardur posé, quand déjà on est pas trop mal, on finit rapidement la game. Top 4, j'ai choisi Redan, déesse des valeureux. Alors Redan, c'est une 2-3 pour 3, vol vigilance. Les terrains neigeux que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé, et les sorts non créatures que vos adversaires lancent, avec un coût de mana supérieur ou égal à 4, coûtent 2 de plus à jouer. Alors on revient, hein, c'est... voilà. Est-ce que vous jouez des permanents neigeux ou pas? Là, l'avantage, c'est que Redan, si, à partir du moment où vous allez arriver sur un tournoi avec des gens qui ont envie de gagner, envie d'aller très loin, ils vont jouer leurs permanents neigeux, ils vont jouer des terrains de base neigeux. Redan va leur pourrir leur terrain. Ça, c'est clair. Redan va pourrir le terrain, leur terrain. Redan va empêcher les jeux contrôle et un peu mid-range, mais contrôle quand même, de jouer leur gros sort. Donc, si vous jouez, du coup, la place de Redan, c'est clairement dans Isamaru, c'est dans un mono blanc. Donc, ça veut dire que les Vrasakad, ils vont coûter 6 déjà. Donc, je pense que de là, ça vous met très très bien. Ça vous met dans une très bonne position. Vous allez pouvoir, vous êtes plus inquiété des Vras. Vous êtes vraiment plus inquiété des Vras. Vos bêtes, elles vont y aller. Et normalement, tour 6, vous devez avoir fini, je pense, largement. On a aussi une petite subtilité, c'est que Redan, c'est pareil, c'est un dieu, et donc du coup, c'est une flip card. Et de l'autre côté, on a Valkmira, bouclier du protecteur. Donc pour 4, c'est un artefact légendaire. Si une source qu'un adversaire contrôle devrait nous infliger des blessures, à nous ou un permanent qu'on contrôle, on prévient une des blessures. Et à chaque fois qu'un ou un autre permanent qu'on contrôle devient la cible d'un sort ou d'une capacité, on le contre à moins qu'il paye 1 de plus. Donc voilà, on a les deux côtés qui sont hyper intéressants. Contre contrôle, on a Redan. Contre mono rouge, on joue Valkmira. Ça coûte un peu cher, ça coûte 4, mais à partir du moment où elle va être là, c'est presque fini. En fait, vous avez en face, qu'est-ce que vous allez? Vous allez avoir une Karizev qui en fait, c'est une 0-3 quand elle attaque. Son singe, il va coller 1. Donc du gars, déjà, c'est plus qu'une 1-1. Donc déjà, c'est déjà plus facile. Et en plus de ça, vos permanents et vous, vous pouvez plus être lancé, vous pouvez plus être ciblé, à moins que ce soit contré. Donc en fait, ça veut dire les foudres vont coûter 1 de plus, les chocs vont coûter 1 de plus, tous les sorts en fait qui ciblent les permanents, que ce soit le rouge, noir, tous ces trucs, tous ces sorts en fait que vos adversaires jouent, vont coûter 1 de plus. Ça va être énorme, c'est un énorme avantage en fait que Valkmira vous donne. Et normalement, voilà, c'est pareil quoi. À partir du moment où c'est là, ça devient ultra compliqué pour l'adversaire. Vous êtes mono blanc aggro. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. L'avantage aussi, c'est que Redan, c'est une légendaire, donc vous pouvez la swapper. Et pour le swap, je pense que c'est une très bonne carte qui vous permet, en fait, comme Talia pour certains archétypes, ou comme Kataki pour des archétypes un peu plus artefacts, voilà, Redan, ça amène de l'eau à votre moulin, et vous pouvez en fait avoir une énième carte de swap pour mono blanc, et ça c'est hyper intéressant. Top 3, on arrive sur la fin. J'ai choisi Aegon, dieu de la mort. Alors Aegon, c'est une 6-6 pour 3, contact mortel. Au début de notre entretien, on exile 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. On exile 2 cartes du cimetière. Au début de notre entretien, on exile 2 cartes du cimetière. Et si on le peut pas, on sacrifie Aegon et on pioche une carte. Alors bon, c'est intéressant déjà de base. Pour le côté, on a une 6-6 contact mortel pour 3, c'est un beau body. Dans le pire des cas, on n'a plus rien, on sacrifie, on est obligé Aegon, et du coup on va piocher une carte. Donc on va dire qu'elle se rentabilise. Ce qui est très intéressant par contre, c'est son côté verso, toujours parce que c'est toujours un dieu, c'est que pour un noir, on a le trône de la mort, qui est un artefact légendaire qui dit qu'au début de notre entretien, on meule une carte. Pour 3, on l'engage, on exile une carte de créature depuis notre cimetière et on pioche une carte. Et alors, où est-ce que ça va aller?
cette carte. Où est-ce que ça serait bien? Et ben, ce sera dans Kroxa, tout simplement. Kroxa, pour 1, vous mettez le trône, et là, à partir de ce moment-là, et ben, vous avez tout le temps une carte qui part. Donc vous êtes sûr et certain que votre Kroxa, il est rentabilisé tout le temps. Même quand il repart, vous l'avez joué 2-3 fois, il va au cimetière, mais il y a déjà beaucoup plus rien. Il y a plus rien, vous avez vidé votre cimetière. Bah, vous savez déjà que de base, voilà, vous avez une carte qui part. Et en plus de ça, eh ben, si c'était une carte de créature par exemple, eh ben, vous repiochez. Vous pouvez repiocher des cartes. Donc c'est une carte qui va en fait permettre à l'archétype de vivre, tout simplement de par son effet statique, et qui, dans les besoins vraiment cruciaux, va vous permettre en fait de piocher une carte, tout simplement. Et c'est très intéressant, et je pense que même ailleurs, Croxa c'est la maison de base à laquelle on pense. Je pense que on la veut ailleurs aussi sans problème parce qu'elle elle fait beaucoup de choses. Et on le rappelle, on est en Duel Commander, il y a 100 cartes. Meuler une carte à chaque tour, c'est pas la mort, hein. Top 2, alors certains pourraient penser que il serait du coup beaucoup plus haut, même s'il reste plus beaucoup d'étages. Et moi je le mets là parce que je tiens une place importante pour le top 1. En top 2, je vais prendre Esprit Ascendant. Esprit Ascendant, c'est la nouvelle petite carte bleue qui a fait un peu beaucoup parler d'elle quand elle est arrivée quand elle a été dévoilée, parce que elle rappelle un peu le petit Sangami, la représentation de la destinée, Figure of Destiny, qui avait la même chose, c'était d'une 1-1 pour 1 et qui en fait se boostait au fur et à mesure. Ils nous en avaient ressorti une autre à Tarkir qui était bien mais pas top, on pourra le dire ça comme ça. Et du coup là ils se sont rattrapés avec toujours ce petit côté, ben il faut des permanents des jeux, on l'oublie pas, hein, il faut ça. Et là on a une 1 pour 1, ça paye pas de mine. Par contre, tour 2, fin de tour, hop, je fais une 2-3. Après j'attaque, allez, hop, pour 3 j'en fais une 4-4. Et en plus elle a le vol. 4-4 vol c'est pas rien pour du bleu en plus. Donc ça de l'évasion dès le début, ça c'est bien. Et alors pour 4 permanents neigeux, vous pouvez lui mettre 2 marqueurs plus 1 et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, on peut piocher une carte. Et ce qui est hallucinant, c'est que cette capacité, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Donc autant de fois vous allez booster la créature et elle va grandir, grandir, et voilà, jusqu'à ce qu'elle devienne ingérable et que vous finissiez l'adversaire. C'est une carte super forte qui va, je pense, permettre à un archétype en fait qu'on ne voit pas, qu'on a rarement vu, je pense, qui est mono bleu aggro, qui va permettre en fait peut-être de créer cet archétype-là. Et même si vous jouez pas cet archétype-là, n'importe quel jeu qui joue bleu avec des permanents neigeux prendra la carte parce que c'est complètement gratuit en fait de laisser passer cette carte-là. Que l'adversaire n'a pas de gestion, ben elle peut faire le café tout seul. C'est voilà, c'est une carte très très forte pour le duel commander et je pense qu'on sera content en fait de la jouer dans notre deck. Mais alors du coup, si j'ai pas pris l'ascendant, qui est ce fameux top 1? Et ben mon top 1 c'est la Sapience sculptée, Gravenlore. Pour 5, un éphémère neigeux qui fait qu'on regarde X, X étant la quantité de permanents neigeux dépensés pour ce sort, et on pioche 3 cartes. Alors pourquoi moi je la mets dans le top 1? Je la mets dans le top 1 pour plusieurs raisons. Déjà, 1, comme on l'a dit, il faut jouer des permanents neigeux maintenant, donc pour 5 en éphémère, on pioche 3 cartes, mais on scry 5. Et ça, c'est hallucinant parce que c'est, je pense, enfin la carte que voulait Wizard pour qu'elle soit jouable. Parce qu'on en a vu depuis au moins un petit paquet de temps, au moins depuis Origin, je crois, où on a eu ces effets un petit peu chelous de pour 5 en rituels. Vous faites un regard de 3, puis vous meulez 3, vous faites un regard en fonction du thème. Je crois que c'était la convergence qu'on a vu en Zendikar, l'avant-dernier Zendikar. Du coup, c'est la convergence, mais donc du coup, ça impliquait qu'il fallait jouer beaucoup de couleurs. Donc en fait, c'était nul parce que c'était aussi en rituel, je crois. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Ils ont essayé petit à petit, et là, pour moi, on a la quintessence du truc parce que nous, on veut jouer des permanents des jeux. C'est pas qu'on n'a pas le choix, mais on voit pas pourquoi on s'en priverait. Et là, pour 5 en éphémère, vous regardez 5 cartes. Donc à peu près, vous avez tout ce qu'il vous faut parce que je pense pas que vous allez mettre 5 cartes sous la bibliothèque. Si vous le faites, c'est vraiment dommage, mais voilà. Et vous allez piocher 3 en éphémère. Donc voilà. Les jeux bleus vont être très contents d'avoir ça. Déjà, il y a cet argument, et pourquoi je le mets aussi en top 1, c'est parce que le comité cherche à ce que le contrôle revienne dans la partie. Donc on a de plus en plus de raisons, de par les bans et des bans actuels du comité, de vouloir jouer mono bleu contrôle. Et là, en fait, on a une carte qui est excellente pour mono bleu contrôle. En fait. Il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. Parce que déjà, on est mono bleu, donc on va jouer nos 30 terrains neigeux. Et en plus de ça, c'est éphémère. Ça coûte 5, c'est cher, mais bon, les capacités en valent le coup. Et voilà, et ça nous refait quasiment une moitié de main. Et on n'a aucune raison de ne pas la jouer parce que dans un milieu où c'est favorable pour mono bleu contrôle. Pour toutes ces raisons-là, c'est mon top 1. Et je suis très content en fait d'avoir enfin une carte, que Wizard a enfin designé une carte qui est jouable en Duel Commander et je pense même dans d'autres formats par la suite. C'est bon, on a fait tous les tops, et maintenant il en reste encore un.
Parce que j'ai pas parlé des créatures légendaires. Alors, les créatures légendaires, pour moi, c'est assez intéressant. En fait, Wizard, ce qu'il a fait pour les reveals, je trouve que c'est un peu passé à côté les reveals de Kaldheim. C'était un peu particulier parce qu'ils ont pas joué sur tous les, sur des célébrités, on va dire, des youtubeurs ou des streamers de Magic. Ils sont allés voir des groupes de musique de métal, ils sont allés voir voilà, des figures qui venaient d'ailleurs de Magic. Et du coup, je pense que la promo a très bien fonctionné d'une certaine manière, mais moi, elle m'a pas trop impacté. Mais ce que j'ai par contre bien aimé dans ce qui m'a un peu fait rager aussi parce que je me suis dit la semaine dernière, oh c'est bon, il reste encore du temps, il y a même 2 semaines, oh, il reste une vingtaine de cartes révélées, c'est bon, ils vont nous sortir les communes, on aura déjà tout vu et ça ira bien. Et bah non, et bah non, parce qu'en fait tous les jours jusqu'à, ça a été fini, ça a été mardi, et je crois de samedi à mardi, il y a tous les jours eu une carte qui était ouf pour le duel commander ou le commander en général, et ça m'a bloqué et j'ai pas du tout fait le top en avance, et c'est pour ça que il arrive cette semaine-là et pas avant. Il y a un top un petit peu à la fois qui mêle un peu c'est un top de général, un top 5 généraux, ça mêle un peu mon amour pour le duel commander et aussi la puissance des cartes. Donc il peut y avoir de tout, hein. Peut-être que le top 5 il va se foirer complètement. En tout cas, moi je trouve que c'est des cartes qui sont fortes, qui méritent d'être testées, qui méritent d'aller quelque part et ou qui le sont déjà, on va le voir. Hein, en tout cas, voilà, voici mon top. Top 5, je mets Jorn, Dieu de l'hiver. Alors Jorn, Dieu de l'hiver, c'est une 3-3 pour 3 qui dit qu'à chaque fois qu'il attaque, on dégage tous les permanents des jeux qu'on contrôle. C'est une flip carte. Pour donc le côté face c'était vert, l'autre côté c'est pour un bleu, un noir, c'est un artefact légendaire, on fait qu'on l'engage et on peut jouer une carte de permanent des jeux depuis notre cimetière ce tour-ci, et si on fait ainsi, il arrive sur le champ de bataille engagé. Donc là on le voit clairement, il faut jouer des permanents des jeux de toute façon. On est tricolore, ça commence à être très compliqué d'avoir des terrains de base neigeux, et faut l'avouer que les bicolores, les terrains bicolores neigeux sont sympas, mais ils arrivent engagés. Après, nous ont sorti des terrains qui peuvent se fetcher, donc ça se rentabilise, donc c'est assez intéressant. Jorn, j'ai bien aimé. J'ai voulu regarder un petit peu ce qu'il y avait en permanent neigeux jouable en fait en commandeur autre que les terrains. C'est un peu la tristesse en fait, on va pas se le cacher. Des vraies cartes, il y en a pas beaucoup. Il y en a heureusement Kaldheim en amène, mais il y a vraiment pas beaucoup. Donc en fait, Jorn pour moi c'est les bonnes couleurs, mais ça dit juste que quand il attaque, on dégage tous les terrains. Alors c'est très bien, hein, c'est très bien. Mais bon, faut que ça attaque, donc c'est compliqué et tout. Mais j'aime beaucoup la carte, j'aime beaucoup le design. Ce que j'aime bien aussi, c'est que comme en fait elle est tricolore, on peut aussi utiliser l'autre côté. Et l'autre côté, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait on joue la carte de permanent, on sait pas caster. Donc si on joue la carte, on peut jouer les terrains. Donc on peut ramener des terrains. Donc en fait pour un terrain, on peut l'engager et on peut ramener un terrain permanent de notre cimetière en jeu engagé. Ou ben le Colt, tout simplement, qui va nous faire piocher. Il y a des petits trucs, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de permanents des jeux autres que des terrains, donc c'est vrai que le général a un beau potentiel, mais par contre il faut déjà d'une part qu'il attaque, et il faut qu'on ait suffisamment de permanents des jeux pour que ça soit intéressant. J'aime beaucoup le général, mais je sais pas s'il va aller quelque part. Top 4, je mets, je pense, un général qui va du coup ouvrir l'archétype mono bleu aggro, qui est Cosima, déesse du voyage. Cosima, c'est une 2-4 pour 3, on a la bolt proof déjà, donc c'est un général va être très très dur à tuer au blast. C'est un général qui en plus de ça dit au début de notre entretien on peut exiler Cosima, si on fait ainsi on acquiert la capacité qu'à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sur le champ de bataille, on va lui mettre un marqueur voyage dessus. Si on le fait pas, on la renvoie en jeu avec des marqueurs +1/+1 et on va piocher X cartes. Donc en fait c'est particulier. De l'autre côté, parce que c'est une flip card, c'est un dieu toujours, on rappelle, c'est un bateau, donc c'est un véhicule qui est une 3-3 pour 2 qui à chaque fois qu'un véhicule qu'on contrôle affiche des blessures de combat à un joueur, le joueur va meuler autant de cartes et on va jouer les terrains exilés. Donc c'est intéressant parce que du coup ça joue sur le côté, bah du coup voilà, si on est en death, bah, on va peut-être récupérer les terrains de l'adversaire. Et c'est intéressant cette carte, je l'aime beaucoup parce que du coup c'est ça, c'est une 2-4 en fait pour 3 qui va nous permettre en fait elle va arriver sur le champ de bataille. Prochain tour, bon elle va partir, c'est pas très grave, on va jouer le reste. Mais on va jouer les terrains. Et au fur et à mesure de la partie va varier, elle va bouger. Et à un moment donné, on va se dire, en fait, j'ai 6 compteurs sur Cosima, j'ai une carte en main, je viens de piocher ma seule carte de ma main, c'est un terrain, je la pose, je remène Cosima. Cosima, c'est une 8-10 du coup, c'est une 8-10 qui arrive sur le champ de bataille, j'ai pioché 6 cartes. Voilà, gratuitement, j'ai encore tout mon mana. Alors vas-y, à toi, qu'est-ce que tu fais? Je peux refaire ma main, j'ai des contres, j'ai des créatures. Vas-y, on peut y aller. Donc ça c'est intéressant, j'aime beaucoup la carte. Ce qui m'embête dans cette carte là, c'est que c'est marqué au début de votre entretien.
Donc du coup, il faut que ça attende un tour, donc il faut la protéger ou le tenter. Et voilà, c'est compliqué. J'aime beaucoup le côté véhicule de l'autre côté parce que pour peu que ça passe, il y a très très peu de choses qui détruisent en fait les artefacts, tout simplement. Il a un pilotage de 1, donc c'est très accessible. Et il fait quand même un petit peu de ravage. Et je pense que s'il y a l'archétype mono bleu aggro qui existe, ce sera pas le seul véhicule. On a déjà le copter qui existe, qui a le vol. Donc du coup, en fait, juste avoir le véhicule sur le board, il n'y a même pas marqué qu'il faut le piloter pour avoir sa capacité statique, donc c'est voilà, ce sera toujours bien. On attaque avec le copter, ça passe, on va jouer les terrains d'en face, voilà, bon, je vous fais pas un dessin, la carte elle est quand même assez forte. C'est juste, voilà, la question c'est est-ce que mono bleu aggro pardon, va exister, et s'il va exister, je pense par contre que cette carte-là mérite à toute sa place en fait dans ce nouvel archétype. Top 3, donc là on est pareil, en fait on est un peu sur les cartes un peu coup de cœur. Euh, on a Finn, le porteur de Croc, c'est pour 2, une 1-3. Contact mortel, à chaque fois qu'une créature avec le contact mortel qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, il va gagner 2 marqueurs poison. Donc c'est en plus, c'est pas remplacé comme avait l'Infest, c'est vraiment en plus. Donc on met la blessure est soustraite au point de vie, et on rajoute des compteurs poison. C'est un coup de cœur celui-là parce que j'aime beaucoup la carte. Ça amène un nouvel archétype un peu dangereux parce qu'il est quand même général centré de par avoir sa capacité, mais le fait que ça n'a pas l'infection, du coup on peut quand même en fait compter sur nos bestioles pour attaquer et tuer. Et il y a quand même pas mal de bestioles avec le contact mortel qui existent. Donc moi je le trouve super, j'aime beaucoup la carte. J'aimerais bien la voir aller loin en fait en commandeur. Donc voilà. Messieurs dames, voilà. Si vous avez envie de tester, je pense que cette carte elle a un potentiel assez intéressant, et je pense que c'est assez cool en fait de se dire que du coup on a des petites 1 contact mortel. Ça paye pas de mine au début. Mais voilà, un petit scorpion 1-1 contact mortel, on bloque avec notre 3-3, ça fait pas plaisir à l'adversaire de perdre sa bête 1-1, mais en même temps il gagne 2 marqueurs poison. Alors au début il va leur prendre, hein, il va prendre une, 2, 3 phases d'attaque, puis quand même quand il va être à 4 ou 6 marqueurs poison, ça va quand même commencer à piquer gentiment. En plus de ça, il y a la prolifération, donc on peut augmenter vite fait les compteurs comme ça discrètement. Ah, tu l'as pas vu, t'étais à 8, hop tu passes à 9, ah tiens tu passes à 10, t'as perdu. Donc du coup c'est voilà, c'est la carte qui peut amener un voilà, c'est un archétype. Avant c'était noir avec Skidyrix qui avait l'infect, et maintenant il y a Finn en mono vert pour infliger des counters et tuer au poison. C'est intéressant d'avoir cette nouvelle carte. Moi je suis très content de l'avoir. Et c'est pour ça qu'elle est dans mon top 3. En vrai, le top 2 et le top 1, il est compliqué. On va dire que le top 2 c'est le cœur, le top 1 c'est la réalité. Mais j'ai envie que les deux s'inversent. Moi, mon top 2, c'est Orvar, le tout forme. Orvar, le tout forme, c'est une 3-3 pour 4. Change forme, change l'un, donc du coup tous les types. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel qui cible au moins un autre permanent que nous, qu'on contrôle, pardon, au moins un autre permanent que Orvar que l'on contrôle, on va créer une copie de ce jeton qui est l'un de ces permanents. Et quand un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle nous contraint à nous défausser de la carte, on crée un jeton qui est une copie d'un permanent pareil ciblé. La carte elle est là, elle intrigue, et en vrai j'ai vu des parties jouer. Je salue Oni sous les Sony qui a testé le deck et qui nous a montré qui m'a montré des parties comme ça où il testait, c'est infâme. Ça, pour peu qu'en fait il y ait des cartes qui ciblent des terrains, en fait on va dégager, on fait une copie de ça, on recible les terrains, on dégage, on fait du mana infini, on fait des créatures infinies, on est tour 5, voilà, l'adversaire ne peut plus rien faire, il est en PLS. C'est le deck est magique. C'est tout simplement le deck est magique. C'est du boui-boui à tout péter. C'est ce qu'on aime en Duel Commander. Voilà. Je suis hyper surpris de cette carte là. La seule chose qui me dérange en fait dans cette carte, c'est qu'elle est générale centrée et que il faut vraiment protéger son général. Donc c'est pas tour 4 que ça va être joué, c'est plutôt tour 5, peut-être tour 6. Mais le truc c'est que si c'est là, c'est dévastateur en fait. C'est tout simplement dévastateur. Et c'est pour ça que c'est mon top 2 et je l'aurais bien mis top 1, mais le problème c'est qu'en top 1, il y a Ezika. Ezika, déesse de l'arbre, pour 3, une 1-4 vigilance. On l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Les créatures légendaires ont la vigilance et ils peuvent ajouter la couleur de leur choix. C'est super, c'est sympa, on adore quand on fait du mana. Ce qui nous intéresse, c'est pas du tout ce côté-là parce que c'est mono vert. C'est un 4, c'est très bien, ça résiste à une bolt. Mais ce qu'on veut, nous, c'est l'enchantement qui est au dos. L'enchantement pour 5 colors pentacolores. Au début de notre entretien, on va révéler les cartes de sud nobilité jusqu'à ce qu'on révèle une carte de créature ou d'arpenteur et on va mettre cette carte sur le champ de bataille. Et on met le reste en dessous. En fait, la carte elle est marquée. En fait, c'est un enchantement, c'est très dur à enlever. Ça joue les 5 couleurs. On joue les meilleures cartes, on joue les meilleurs arpenteurs, on peut jouer les meilleures créatures si on veut.
on peut jouer juste 2 créatures, hein, on n'est pas obligé. Au mieux, vous pouvez jouer un Emrakul, tout simplement. C'est quand même pas mal, hein, pour 5, voilà, tour 6, on va révéler ça. C'est quand même assez agréable. On va jouer donc les meilleurs arpenteurs, donc on va jouer Oko, on va jouer TF3, on va jouer TF5, on joue tout. Voilà, c'est un peu dans le Niv-Mizzet, mais c'est différent parce que le Niv-Mizzet, c'est une créature qui peut du coup qui peut fizzle, mais qui par contre peut nous faire beaucoup de value. Alors que là, ça va tout le temps quasiment nous faire de la value et voilà. Il y a des gens qui prennent le risque de le jouer en se disant que c'est quand même très très fort et que ça va être ban. Je pense qu'on peut encore attendre au moins peut-être jusqu'à l'été avant de se dire que ça va être ban parce que la carte est très très forte, mais je suis pas sûr qu'elle soit meilleure que d'autres cartes qui sont peut-être déjà sur la sellette ou en tout cas qui sont en observation. Voilà, et bah c'est terminé, mon top est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à certaines interrogations, j'espère que vous avez découvert des cartes. J'espère que je me suis pas trop planté non plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serais curieux. Moi j'ai listé pas mal de cartes sur cette extension-là. J'ai retenu voilà, c'est 18 cartes. Je pense que c'est à peu près ça qui va faire bouger le format. S'il y a d'autres cartes, il y a évidemment d'autres cartes, hein, j'en ai listé beaucoup plus, mais j'ai pas pu, il fallait faire un choix. N'hésitez pas à tout me dire, que ce soit en commentaire, en live, si vous me voyez sur Twitch en fait et que vous avez envie qu'on discute sur Kaldheim, et il n'y a pas de souci. Venez, on discute. On aura du coup la vidéo, elle va sortir le mercredi. Le jeudi, il y a le duel Commander, il y a le duel Ace Club où on va parler on va justement faire des affrontements en Kaldheim. Venez dans le chat, venez parler avec nous, ça sera super cool d'avoir vos retours sur cette extension et vos impressions. En tout cas, voilà, moi je vous conseille, si vous voulez discuter avec nous et si vous voulez parler plus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, le Discord si vous voulez avoir toutes les informations, si vous avez des questions parce qu'on a des judges, si vous voulez participer à nos tournois, on a déjà notre tournoi de février qui a commencé, mais on en lancera sans doute un en mars, un nouveau en mars, donc voilà, si c'était trop tard pour vous pour le février, venez en mars. On a là notre tournoi, c'est 64 joueurs. Il est très très bien rempli. Je pense qu'on peut encore refaire 64 joueurs la prochaine fois et il y aura encore de la place. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez envie. En plus de ça, si le contenu vous plaît pour la chaîne et ce qu'on fait, ça vous intéresse et vous souhaitez en avoir plus ou même apporter votre pierre à l'édifice tout simplement parce qu'on n'a pas réponse à tout, et je vous conseille aussi de venir vous abonner à YouTube, venir vous abonner sur Twitch pour pouvoir du coup discuter avec nous, ne rater aucun de nos lives, aucun de nos replays et aussi de nos nouvelles vidéos. Voilà, et sur ce, je vous souhaite un très bon mercredi. C'était Ragun pour les Chroniques du Commander. Bye bye.